Moi, je suis plus favorable à ce qu'on refasse des exploitations de 60, 50, 60, 40 vaches, plutôt que de 150. Aujourd'hui, normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'avoir 150 vaches pour vivre. Ça devrait être un choix. Après, il y a des gens qui aiment des grosses bagnoles ou qui aiment des grosses fermes. Mais là, il y a des gens qui le font par obligation, quoi. Parce que le voisin arrête, et ben du coup, allez, on reprend son terrain. Puis on reprend le terrain, mais pour le payer, ben, il faut 10 vaches de plus. Et puis, ben, quand tu as acheté, elle dit pourquoi on mettrait pas 20. Puis après, le bâtiment est trop petit, donc on fait un bâtiment plus grand. Et puis après, ben, faut un tracteur plus gros. Et puis après, il n'y a plus assez de terrain, donc on va encore chercher du terrain ailleurs. Enfin, après, c'est sans fin, quoi. Et ça devrait pas être comme ça. On devrait pouvoir avoir une petite structure et être plus nombreux, quoi. Ça serait mieux pour tout le monde, je pense. Gabriel, on est en train d'enregistrer. Dans les années 60, on pouvait encore voir des paysages faits d'une multitude de petites fermes. Un monde rural riche de vie. Les agriculteurs et agricultrices étaient alors 2 millions sur tout le territoire. Des milliers de petites fermes pour des millions de paysans et paysannes. Mais elles ont disparu, ou plutôt elles sont rares, peu nombreuses, et il y a toujours moins de candidats et candidates pour les reprendre et les perpétuer. Pourtant, certaines personnes s'installent encore sur de petites surfaces et comptent bien vivre de leur métier. Mais alors pourquoi ? Pourquoi si des fermes se sont agrandies pour rester viables, si elles se sont mécanisées et si elles demandent un énorme investissement personnel pour tourner, pourquoi des gens souhaitent toujours s'installer sur de petites surfaces dans des fermes qu'on pourrait considérer par leur taille et leur structure comme datées ? Comment comptent-ils en vivre et surtout qui sont-ils ? J'ai que 52, même pas encore. Même pas. Donc, ouais, non, pour le moment, on est vraiment. Mais après, il y a les enfants qui vont forcément guider un peu le truc, quoi. Donc, potentiellement, dans 4-5 ans, il peut dire c'est ce que je veux faire ou pas, quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que je forcerai pas du tout la main, quoi. Parce que j'ai vu tellement de copains être forcés à être agriculteurs que je pense qu'il n'y a rien de pire. L'agriculture, c'est une histoire de famille. Les enfants jouent dans la ferme, donnent des coups de main et par la même occasion se forment à leur futur métier. Mais quand vient le temps pour un ancien ou une ancienne d'arrêter, il est toujours plus évident de céder la ferme à ses enfants qu'à des inconnus. Cependant, il arrive souvent que personne dans la famille ne souhaite reprendre la ferme. La vocation d'agriculteur, ça ne se transmet pas forcément. Après, il y a un renouvellement de génération terrible là, qui arrive. Sylvain Vernière, céréalier, en plaine de Limagne. Je pense qu'il y a une grosse évolution où le poids familial de la reprise des exploitations il s'estompe, où avant vraiment il y avait des générations où tu étais le fils d'agriculteur, soit tu étais l'aîné, tu t'es installé, voilà, ou alors tu étais le dernier, personne s'était installé, donc c'était à toi de t'installer. Ça n'a pas donné forcément des agriculteurs qui étaient très bien dans leur peau, donc je pense que voilà, il y a des exploitations qui ont pas très bien évolué à cause de ça. Et du coup, nous, en étant hors cadre, on a notre épingle du jeu à tirer. Je prends l'exemple de gens qui me disent tu te plains jamais, mais si moi je me plains, j'ai choisi à 35 ans d'être agriculteur, je vais pas me plaindre, ou alors j'ai un problème de comment je vois mon métier, quoi. C'est vraiment un choix, quoi. C'est donc un choix.
Mais quel choix? Pourquoi le faire quand on voit les sacrifices que font les agriculteurs, et plus particulièrement les éleveurs, comme Xavier? Je sais pas combien de temps je serai sur cette ferme-là, mais je fais tout pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc j'ai 53 ans, ça sera quoi? 5 ans, ça sera 10 ans, ça sera 15 ans, ça sera 20 ans, je sais pas. C'est quand j'aurai envie de... Il suffit que peut-être que aussi mes projets de famille, c'est que il y a aussi ça, c'est que en m'entourant le plus rapidement possible sur cette ferme-là, que je puisse me réaliser personnellement, parce que j'ai un peu mis de côté toute cette approche. Je me suis assez peu accordé. J'ai pas trop pris soin de moi et de mon bien-être, quoi. Pour moi, je me suis pas autorisé à prendre soin de moi, ni personnellement et ni pour les personnes qui m'entourent et qui, je leur ai pas donné cette possibilité-là parce que aussi j'étais un peu contraint. Je l'ai évoqué cet après-midi où j'étais un peu condamné à réussir sur la ferme et donc à faire des choix et à zapper un peu ma vie privée, quoi. Préserver même les personnes qui m'entourent en allant quelque part en décidant de même ne pas fonder de famille, quoi, parce que la question s'est vraiment posée à un moment et j'ai préféré ne pas emmener une petite famille dans des galères qui n'ont pas eu lieu mais qui auraient pu. Un métier, une vie qui n'attire pas. Je trouve ce qui est préoccupant, moi, ce que je trouve préoccupant. Bio en Normandie, pôle installation. Donc forcément, il y a cette vague de départ là. Je sais plus, j'avais calculé, ça faisait à peu près 15 000 agriculteurs en Normandie qui allaient partir en retraite. Et il y avait que tant d'installations par an. Donc de toute façon, même avec le rythme actuel des installations, même si tout le monde réussissait à s'installer, ça ne permettrait pas de transmettre toutes les fermes. Et du coup, on met beaucoup d'énergie sur vite, il faut sensibiliser tous les cédants doivent transmettre. Mais en fait, il n'y a pas assez de porteurs de projet, quoi. Du coup, il y a cette partie qui pour reprendre les fermes demain, quoi. Comment on fait connaître le métier, sachant que il faut aussi une volonté politique pour qu'il y ait de l'installation dans le pays. Là, il y a une loi d'orientation agricole en cours de passage à l'Assemblée. C'est pas très intéressant ce qu'il y a dedans, ça va pas changer grand chose et il n'y a pas beaucoup d'ambition, quoi. Nous sommes dans le massif du Sancy, au sud-ouest du Puy-de-Dôme. Le puy du Sancy culmine à côté de nous à 1885 mètres d'altitude. C'est le sommet du massif central. On souffle, les côtes sont raides par ici. Mais on finit par atteindre notre objectif. Saint-Nectaire. Ce petit village dans le creux d'une vallée porte le nom du fameux fromage AOP. On est en plein dans la zone de production. On a de la chance, on fait quelques dégustations. Mais surtout on discute avec les productrices et les producteurs. Ce qui nous frappe, c'est un point très précis du cahier des charges de l'AOP. Il dit qu'il est obligatoire de transformer le lait juste après la traite. Cela veut dire 2 transformations par jour, donc 2 fois plus de vaisselle, de ménage et des horaires de travail allant de 6h à 22h. Certains commencent même la traite à 4h, 4h30 pour permettre à leur fromager de commencer assez tôt et de finir assez tôt. On en discute à la ferme de l'Ambre, de nouveau, avec Thierry. Parce que voilà, ça fait depuis 96 que ça fait quand même pas beaucoup de vacances. Les week-ends jusqu'à il y a très peu, jamais. Les vacances, pareil. En fait, il y a plein de gens, quand on en discute, les gens qui connaissent ou qui connaissent pas, il y a 2 attitudes différentes. Et ça, dans les transmissions d'exploitation aujourd'hui, ou dans les recherches de nouveaux arrivants, je vois bien les discussions que j'ai avec les collègues à droite à gauche, c'est un des premiers critères, comme dans le monde du travail en règle générale. Aujourd'hui, les gens qui font passer des entretiens, il y a quelques années, on parlait rapidement du salaire. Aujourd'hui, tous les gens que je côtoie dans n'importe quel domaine, c'est quand est-ce que je travaille. Pas trop tôt le matin, pas trop tard le soir.
si possible pas le vendredi, et les week-ends on oublie quoi. C'est devenu, enfin je sais pas, vous le percevez plus que moi, hein, les jeunes c'est encore plus vrai que de ma génération, mais je suis attentif à ça et c'est clair et net. Hein. Aujourd'hui dans la transmission d'exploitation c'est un truc important quoi. Moi quand j'ai commencé à dire à mes copains, ah bah tiens maintenant on va changer un peu, on va se prendre un week-end par mois. Il y en a qui disent ouais super, putain tu vas enfin pouvoir prendre un week-end par mois. Et il y en a d'autres qui disent ah ouais mais un seul week-end par mois. Je croyais que tu voulais te libérer du temps. Donc du coup c'est un contrôle assez ténu de son temps de travail, mais pas uniquement. Le métier est rude, éprouvant physiquement et mentalement au quotidien. Au-delà d'un corps fonctionnel et mis à l'épreuve, il demande des compétences organisationnelles, administratives, comptables et entrepreneuriales conséquentes, si l'on veut garder la main sur son travail et son outil de production. Et malgré tout cela, instabilité et incertitude font partie du métier. L'agriculteur subit des aléas météorologiques et climatiques au quotidien. On comprend avec raison que les professionnels du milieu agricole ressentent un abandon, un isolement, une forme de mépris, au regard du revenu dérisoire que ce travail rapporte. On me demande d'être un peu agronome pour m'occuper de toutes les surfaces, faut être un peu mécano pour s'occuper du matériel, faut être un peu véto pour s'occuper des vaches, faut être un peu comptable pour s'occuper de fonctionnement. Et en fait, la seule chose que je maîtrisais pas, c'est producteur de lait. Et ben, la laiterie fixe un prix d'achat du litre de lait, et en fait, t'es dépendant, producteur de lait. T'as pas le choix, on te dit, on t'achète. Déjà, tu choisis pas vraiment à qui tu le vends, et en plus, on te paye, on te donne un prix. Souvent, j'interpelle les gens quand on fait une visite, je leur demande est-ce que vous connaissez une autre profession où on choisit pas le prix de vente de son produit. Je sais pas si vous en avez, vous. Moi, j'en ai pas. Mes parents étaient agriculteurs, ouais. Ils étaient éleveurs d'ovins viande. Enfin, mon père travaillait au contrôle laitier. Et ma mère était à temps plein sur l'exploitation, puis mon père, quand il finissait le boulot, venait sur la ferme. Et 350 brebis pour faire de l'agneau de Pâques, donc petite structure de 35 hectares, les brebis à l'herbe, les agneaux en bâtiment, dans des années merdiques de fièvre afteuse, du mouton anglais qui débarquait. Et, voilà, ils ont bossé toute leur vie, ils n'ont jamais gagné une clopinette, quoi. Enfin, le seul argent qu'ils ont fait, c'est en vendant la ferme, quoi. Faute d'avoir du temps et un revenu stable, les fermes se vident. La disparition des agriculteurs s'entretient elle-même. Qui veut travailler 70 heures par semaine sans assurance de revenus conséquents ? Qui veut habiter dans un territoire vide, isolé, sans lien avec des voisins ni tissu social ? Que dire quant aux déserts médicaux, quant à l'accès aux soins et à l'éducation dans ces régions ? Un autre des freins aussi, c'est le dynamisme d'un territoire rural, en fait. S'installer dans un territoire qui est, entre guillemets, sclérosé par une agriculture conventionnelle, un peu industrielle, et un monde très commerçant, GMS, c'est un peu bloquant, ou si t'as pas de dynamique un peu alternative, en fait t'es un peu tout seul, quoi. Et ça on le voit par exemple un peu plus dans le pays d'Auge, où il y a moins de projets alternatifs, et donc du coup tu vas te retrouver un peu tout seul dans ton territoire, pas vraiment de voisins avec qui collaborer. Et t'as des territoires, si tu prends la Suisse normande ou le Bocage, où t'as beaucoup de paysans en bio, qui font des marchés, qui ont ouvert des épiceries, où t'as une vraie dynamique rurale alternative. Ça nous rend triste. Parce qu'il y a des endroits en France où le maillage territorial s'étiole, laissé à l'abandon. Alors qu'on a vu tellement de territoires où au contraire ils foisonnent. On a envie de leur dire que ça peut être tellement plus vivant. Voilà, pour moi, je me suis pas autorisé à prendre soin de moi, voilà, ni personnellement et ni pour les personnes qui m'entourent et qui
qui veut s'installer, mais pourquoi faire un métier si dur ? Je trouve que c'est un métier super militant en fait. Je crois que c'est ça que j'adore. Il y a en tant que femme aussi prouver que tu peux être éleveuse, que ça marche. Enfin voilà, Marthe il n'est pas là. Je peux gérer la ferme toute seule, c'est pas un problème. Aussi avoir les clichés sur le fait qu'on peut être ingénieur et avoir une ferme et que ça roule, que c'est pas forcément être fils d'agriculteur pour que ça fonctionne. Que ouais, l'environnement quand même, le prouver qu'un élevage écolo, on va dire, ça peut exister, ça c'est super motivant pour nous. Bah après c'est aussi un métier enfin c'est pas de l'agriculture en tant que tel, c'est le métier d'agriculteur, on travaille pour nous. Ouais. On travaille ensemble aussi, ça nous c'est quelque chose qu'on voulait. Et tu mélanges un peu ton cadre de vie, ta façon de vivre avec ton métier. Ouais c'est ça, en fait on a une vie qui est complètement chamboulée. Avant quand on était au bureau, t'as tes horaires et tout. Là maintenant, on sait même pas quel jour on est dans la semaine et c'est pas grave en fait, c'est un peu chamboulant quand même au début ça. Les contraintes on se les met soi-même quoi. Je sais pas si c'est le fait d'être à son compte qui nous motive, parce qu'on pourrait être coiffeur si on veut être à son compte. Enfin, il y a plein de métiers où t'es à ton compte, mais là c'est quand même autre chose. Ouais, c'est tu vis vraiment, tu vis ton métier, tu vis, voilà, c'est ouais. Un métier qui finalement attire, mais qui ? On a entendu. Il y a des personnes qui s'installent aujourd'hui et qui, chacun à leur manière, transforment le métier et parfois les systèmes de production. Mais qui sont-ils et qui sont-elles ? Et après, sinon, sur les autres, sur nos porteurs de projets, et ben là c'est pareil, on a des profils très diversifiés dans le sens où on a alors toujours des enfants d'agriculteurs qui souhaitent reprendre l'exploitation en fait familiale ou s'installer en fait avec leurs parents. Et donc des jeunes qui ont 18, 20 ans, 22 ans, qui sortent de l'école. On a ces mêmes enfants d'agriculteurs, mais qui ont 30, 35 ans, qui ont déjà eu une activité salariée ou même de création d'entreprise et qui ne pensaient pas forcément reprendre l'exploitation des parents ou des oncles et tantes, et qui finalement se disent pourquoi pas après réflexion. Et après on a des porteurs de projets totalement hors cadre familial et qui pour s'installer souvent dans des entre guillemets petites productions, je dirais hors bovin lait, bovin viande et grande culture. Je pense des fois pour des raisons de montant d'investissement aussi. Parce que c'est vrai et de difficulté de créer une exploitation. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'installer et créer une exploitation en vache laitière, on va être sur des montants d'investissement en fait à plusieurs centaines de milliers d'euros. En plus de cela, une structure qui accompagne les porteurs et les porteuses de projets, c'est-à-dire ceux qui souhaitent s'installer, nous parle de ce dernier type de personnes qui s'installent. On s'est très vite rendu compte que dans les gens qui voulaient s'installer en agriculture, le public évoluait à toute allure, ça je parle il y a 15-20 ans quoi, et évoluait, et c'était plus un public traditionnel de fils et filles d'agriculteurs, ça devenait de plus en plus des gens qui voulaient être en reconversion. Enfin, par exemple, récemment, là, j'ai accompagné un chercheur en physique ionique qui a envie de devenir éleveur de chèvres, mais qui est basé à Caen, qui a mis 3 fois, enfin, je caricature un peu, mais qui a mis 3 fois les pieds dans une ferme. Et je lui dis, c'est cool, mais là, il va falloir vraiment faire tester et aller voir c'est quoi la réalité. Et donc, du coup, je lui ai donné 4 contacts d'éleveurs de chèvres dans le Calvados pour qu'il aille les rencontrer, échanger avec lui, et puis voir si avec l'une ou l'autre des structures, il pourrait faire un stage pour découvrir le métier, quoi. J'ai dit dernier type, mais est-ce vraiment le dernier ? Est-ce le plus récent ? Ou est-ce seulement une réitération de quelque chose qui existait déjà avant ? Ces personnes qui s'installent sans avoir de famille agricultrice, on les appelle les NIMA. Philippe Janot, chercheur, nous en parle. Les néo-agri, maintenant ils ont tout un tas de dénominations, les NIMA,
Bon, voilà, la profession a le don d'inventer des terminologies. Il y a eu les hors cadres, maintenant il y a les non issus du milieu agricole. Enfin, tout ça est très très intéressant. La façon dont on dénomme les catégories. Non issus du milieu agricole, venus d'ailleurs mais voulant rester. Comment arrivent-ils dans ce milieu? Et surtout, une fois arrivés, comment s'installent-ils? Sont-ils si différents d'agriculteurs plus classiques? Des gens qui s'installent en individuel, ils ont un projet individuel, ils sont généralement plus âgés, ils sont en requête familiale, ils s'installent dans toutes les productions. Alors, toutes les productions moins capitalistiques, c'est-à-dire ils s'installent un peu moins en vache allaitante, en système laitier également, et ils vont plutôt s'installer en maraîchage, en ovin, en caprin, sur un peu d'arbo, parfois un tout petit peu de viti, mais vraiment ils multiplient les productions avec une petite taille. Pour donner un ordre d'idée, la taille moyenne et là c'est une moyenne, faut faire attention, c'est 33 hectares. Mais le groupe précédent qui s'installe en Limagne, c'est autour de 75 hectares. Donc vous voyez déjà, il y a un rapport de taille de 1 à 2. Des revendications pas si nouvelles, les mêmes pour tous. Nos exigences qui sont avoir un cadre, un très beau cadre, donc assez arboré, vallonné, avec des points, enfin la rivière entre autres, des choses comme ça. Un parcellaire très groupé, ça c'était le plus important. Pour le pâturage, c'est indispensable. Plus personnellement aussi, le fait de pas forcément vivre sur la ferme, je pense qu'on est plusieurs à faire ces choix-là. Enfin, des fois, je fais 3 allers-retours dans la journée sur la ferme et je fais 1h30 de route, c'est un peu débile. Mais aussi, ça te fait sortir du travail, ça te permet aussi de garder une vie sociale. C'est un métier très spécifique, très prenant, mais c'est peut-être pas le métier qu'on va faire toute notre vie. Même si nous, on s'est toujours dit que si à un moment on voulait faire autre chose comme métier, on le ferait. C'est-à-dire que la ferme, ça se vend, il faut arrêter de voir les fermes comme une prison où on est obligé d'y être jusqu'à sa mort. Non, c'est un métier. Payer les céréales à leur juste valeur aux céréaliers. Payer les fruits et légumes à leur juste valeur aux maraîchers. Payez-nous le lait, payez-nous la viande à leur juste valeur. Et l'ensemble de nos territoires et filières en seront grandis. Donc il y a quelque chose à faire sur l'attractivité des métiers. Mais en même temps, ça va aussi avec la rentabilité aujourd'hui des entreprises. Si les prix agricoles, ils évoluent pas, si en gros on paye toujours pareil les agris, mais que le prix des fermes ne fait qu'augmenter, à un moment donné, ça marche plus, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vers quel système agricole on va se tourner? Dans l'absolu, ces gens ont des revendications similaires aux installés historiques, ceux qui ont grandi à la ferme et vont reprendre l'exploitation familiale. Ils veulent vivre de leur travail. C'est quand même qu'avec ce système-là, on gagne de l'argent, on est autonome. On travaille un peu. Ouais, et puis il y a le côté écolo. Voilà, clairement, c'est un système qui est systémique, quoi. En fait, on va pas mettre les vaches en bâtiment pour après aller chercher leur nourriture et la ramener dans le bâtiment et après remettre leur bouse dans les champs. Les vaches, elles font ça toutes seules, donc en fait, elles font toutes seules. Au moins on en fait, au mieux c'est. Si la revendication d'un revenu digne reste centrale dans le monde agricole, à celle-ci s'ajoute désormais le besoin de disposer de temps libre. À de l'argent se rajoute du temps et des gens. De toute façon, les gros enjeux pour moi, c'est le revenu agricole. Enfin, c'est avoir des filières qui soient capables de rémunérer les paysans à hauteur de leur travail. Donc les gros enjeux, c'est le revenu et le foncier. Enfin, si on veut avoir un renouvellement des générations, il faut que le foncier reste accessible et que le travail soit payé, quoi. Donc c'est toute l'idée du revenu agricole. Et voilà, et comment est-ce qu'on fait du revenu en circuit long? Parce que bon, en circuit court, il y a encore il y a des modèles qui fonctionnent, mais tout le monde ne pourra pas être en circuit court, donc il faut aussi trouver des solutions pour les circuits longs. Et, pour moi, le gros enjeu, c'est ça, c'est l'attractivité du métier. Enfin là, on voit bien, il faut être passionné pour être paysan, on bosse
même si on arrive nous à avoir des salariés, ça reste quand même beaucoup de travail, beaucoup d'astreintes pour un gros revenu, quoi. Et si on commence à se comparer aux autres en termes de revenus ramenés à l'heure de travail, on n'est pas bon, quoi. Donc si on veut installer des jeunes et que les gens restent, à un moment donné, maintenant, il faut que les gens ils arrivent à avoir un peu plus de temps, du revenu et puis du temps de loisir un peu quand même aussi. Enfin, on n'est plus sur les modèles de nos parents qui bossaient tout le temps et encore, moi les miens ils partaient en vacances, mais ça pour moi c'est un des enjeux majeurs. Créer des filières qui ramènent du revenu sur les fermes. L'idée de la sécurité sociale alimentaire, ça pourrait être pas mal, mais on est loin de la gagner celle-là. Ces nouvelles générations, ces agricultrices et agriculteurs hors cadre familial ou dans le cadre de la famille, alternatifs ou non, issus du milieu agricole ou à peine, sont toutes et tous des porteurs de visions nouvelles du métier d'agriculteur, d'aspirations nouvelles et anciennes en même temps pour l'agriculture française. Pour beaucoup, cette nouvelle génération d'agriculteurs est porteuse d'espoir, parce qu'elle vient répondre à des problématiques de plus en plus importantes que sont celles de la déprise agricole et celles de l'urgence climatique. Il y a une inadéquation entre les moyens et les manières de s'installer les nouveaux profils et ce qui se transmet aujourd'hui. Donc en Normandie, la moitié des fermes à transmettre, c'est-à-dire où il y a un agriculteur de plus de 55 ans, c'est comme ça qu'on l'avait fait, c'est des fermes bovins, soit allaitants, soit bovins-lait. Et dans les profils des porteurs de projets qui nous contactaient, la moitié c'était du maraîchage, quoi. Du coup, ça colle pas du tout. D'un côté, t'as des fermes en moyenne, à peu près à la louche, 90 hectares, quoi. Et puis à côté, il y a des gens qui cherchent maximum 5 hectares. Et encore quand c'est pas juste un. Rien qu'au niveau du foncier, ça marche pas. Et puis bien sûr, il y a tous les autres considérations, les installations, le troupeau. Du coup, c'est des fermes avec beaucoup de bâtiments, donc c'est plus cher. Mais même historiquement, on est quand même sur des régions, nous, on est sur de l'agriculture familiale, donc il y a des coups de main familiaux, il y a plein de trucs que l'agri, en fait, non issu du milieu agricole, n'a pas du tout. Idem pour la taille. En fait, maintenant, les fermes, parfois, sont tellement grosses dans notre coin elles sont trop chères. Et du coup, elles sont parfois reprises en dessous de leur coût, leur valeur vénale comptable, parce que intransmissible, quoi. Et il y a ça aussi. Il y a le fait que les fermes sont presque trop grosses souvent pour des porteurs de projets qui, sortant d'un BPREA et d'un RSA, n'ont pas vraiment toujours les épaules financières pour aller mettre 450 000 €, qui est le coût de reprise moyenne d'une ferme laitière dans le bocage, par chez nous. L'élevage de vaches laitières n'a pas le vent en poupe parmi les futurs installés. On peut certes l'expliquer par l'astreinte de l'élevage, mais ça n'est pas suffisant. Les gens s'installent aussi en petits ruminants. Et ça, c'est tout aussi astreignant. Une autre explication est plus intéressante. On a d'un côté l'évolution des fermes bovines, qui tendent vers des systèmes toujours plus grands et spécialisés. De l'autre, des candidats à l'installation qui veulent du revenu, mais aussi, et c'est important, du temps libre. Ainsi, les grandes fermes sont légion, mais leur coût de reprise est trop élevé pour pouvoir en modifier le système de production. La marge de manœuvre est faible sur ces fermes déjà très spécialisées, et qui ne correspondent pas toujours au projet des candidats. En effet, elles représentent un modèle qui ne convient plus, parce que l'outil de production est dimensionné pour des travaux spécialisés, des processus industriels destinés à produire du volume pour des circuits longs. Or, en témoignent nos observations et celles des structures d'accompagnement à l'installation, les nouveaux agriculteurs s'orientent souvent sur des systèmes de petite taille, en circuit court, et privilégient la diversification des productions, pour viser la synergie entre plusieurs ateliers sur des surfaces moins grandes. En Normandie, cet effet d'inadéquation s'observe d'autant plus que les systèmes laitiers basés sur le maïs sont majoritaires, et qu'ils sont plus amenés à s'agrandir, à se spécialiser que les systèmes plus herbagés. La plupart des fils d'agriculteurs en laitier témoignent de la souffrance au travail, du fait que c'est cette espèce d'astreinte quotidienne des deux traites, de la mauvaise valorisation du lait, des rapports de force complètement inégalitaires entre les coopératives et les agriculteurs eux-mêmes, qui fait que
il y a personne, à part si les gens qui sont issus du milieu agricole eux-mêmes ou qui ont des passions vaches laitières depuis leur enfance, il y a personne qui a envie d'être agriculteur laitier. Là où, en fait, quand on commence un petit peu à creuser, on voit que, avec le système des monotraites, des vélages groupés, de l'autonomie protéique, des prairies permanentes, de plein de choses, il existe en fait des alternatives qui font que, et des solutions techniques qui font que ce n'est pas si difficile ou si contraignant d'être en élevage laitier. Mais pour ça, il faut avoir envie de s'y pencher un petit peu. Il y en a certains qui disaient souvent, on est arrivé sur Alterfix, les vaches étaient des animaux exotiques, et en fait maintenant, c'est pourquoi pas des animaux qu'on intégrerait dans nos fermes, quoi. Clap de fin, conclusion, tout ça, ce qui se profile avec ces nouveaux profils. Moins de coups de main et des montants de reprise de ferme de plus en plus élevés, qui demandent un endettement sur 15, 20, 25 ans. Un métier qui ne peut pas se cadrer dans des horaires fixes, qui demande d'être présent physiquement, tous les jours ou presque, dans des campagnes où les gens sont moins nombreux qu'avant. Au moment où la barre des 300 000 agriculteurs a été franchie dans le mauvais sens, les environs sont bien dépeuplés, et les vies rurales bien esselées. L'astreinte devient alors un catalyseur de l'isolement. Il faut aller plus loin pour trouver un peu d'animation. La ferme, on y est pour la vie, jusqu'au moment où on a un pied et demi dans la tombe. Plus qu'un emploi ou un métier, une frontière au mieux floue, mais souvent inexistante, entre le personnel et le professionnel. Voilà comment s'est conçue la vie agricole jusqu'ici. Les fermes ont évolué selon ce modèle, et c'est bien ça qui coince. La réponse des candidats à l'installation ? Être ingénieux, ne pas reproduire les systèmes existants, inventer à partir de bribes du passé et de moyens nouveaux, des nouvelles organisations sur la ferme. L'installation, comme avant, n'est plus possible. Elle est moins envisageable et de fait moins envisagée. Baigné par le mouton et puis par l'agricole. Je m'étais juré de pas faire de vache laitière, j'ai été quand même pendant 12 ans, c'était très bien. Mais c'est pas la même chose, quoi. Une vache laitière, c'est 1 hectare, quoi. Enfin, au moins 1 hectare. Donc aujourd'hui, c'est impossible de trouver une petite structure en vache laitière. Il y en a qui ont 30 vaches, hein, mais c'est pareil, il faut au moins du coup 60 hectares, quoi, pour... Mais des structures de 60 hectares, il y en a quasiment plus. On tend vers quand même de l'agrandissement et de la... Donc ça, c'est dans le sens où soit tu trouves des choses qui font 20 hectares comme ici, 14, 21, soit tu trouves des choses qui font... Oh, c'est ça. Ah ouais. Je pense que l'intermédiaire n'existe plus, quoi. C'est soit t'achètes un corps de ferme avec 10-15 hectares, soit c'est ça. Enfin, qui peut se permettre aujourd'hui de racheter s'il y a une ferme qui fait 60 hectares? Alors bon, déjà, faut trouver la personne qui veuille bien s'installer, qui arrive à vivre sur 60 hectares. Alors 60 hectares en céréales, c'est trop juste. 60 hectares en vache laitière, c'est juste aussi. Pour vivre tout seul en mouton, c'est 300 brebis. S'il n'y a pas la personne motivée et l'outil de production qui permet de vivre, personne reprend ça. Et qui c'est qui va reprendre 60 hectares? Pour pouvoir acheter 600 000 euros de terre, si celui qui en a déjà 200, 250, il a la trésorerie pour. Il a l'outil de production pour, et donc... Alors après, moi j'ai rien, il y a des fermes qui ont 800 hectares, mais qui tournent, qui sont 20 dessus, quoi. Donc après, ramener à l'hectare, ramener à la personne, à l'UTH, il y a des trucs, c'est pas déconnant non plus, certaines structures. Hein. Mais c'est pas ma vision de l'agriculture, quoi. Après... si on peut gagner 5 000 par mois, je ne veux pas cracher dessus, mais c'est pas l'objectif, quoi. Si on rembourse nos emprunts, qu'on vit bien, qu'on a du temps et qu'on rigole, c'est peut-être un peu utopiste, hein, mais bon, c'est à ça que ça sert, je pense, quoi.